Bonjour tout le monde, bon après-midi. Il fait beau aujourd'hui, donc voilà, j'imagine que parmi vous, il y a certains qui profitent du soleil. Bon, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde parce que la température n'est pas la même partout. Donc, du coup, là, nous sommes à notre troisième semaine. Donc, troisième partage, troisième message et troisième échange. Donc, pour ceux qui n'ont pas commencé à nous suivre dès le départ, il est question pour nous de partager nos lectures parce que je suis un peu passionné des lectures personnellement et il m'arrive de temps en temps de, voilà, c'est pas, je vais être honnête avec vous, c'est pas tout le temps, mais voilà, j'essaie quand même de lire tous les jours une petite partie d'un livre et donc j'essaie de partager un peu mes lectures, ce que j'ai retenu avec vous, histoire de d'avoir vos impressions quoi et de me dire en commentaire ce que vous pensez. Donc, nous étions allés sur ce livre-ci, le guide de l'Empereur Temps. La semaine dernière, je vous ai concrètement expliqué qui était l'Empereur Temps, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce que on a écrit sur lui et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ces écrits ont été pour nous comme, voilà, comme un message, comme un exemple, quelle était sa personnalité, voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que il est concrètement étudié et en tant que, pourquoi est-ce qu'il est étudié en tant que modèle de leadership et quelles étaient ses qualités, quelles étaient ses valeurs, qu'est-ce qu'il prônait en fait et quels sont les états, les choses sur lesquelles qui ont, qui ont fait en sorte qu'il soit pris comme exemple. Voilà, c'est concrètement ça. Donc, sans toutefois tarder, j'ai préparé, parce que moi je travaille avec le livre, voilà, je ne prends pas les écrits comme ça, c'est vrai que ce n'est pas facile de se lancer dans ce que je fais ici, c'est juste une façon pour moi de, voilà, de juste pouvoir commencer à échanger. Peut-être par la suite, les livres que je vais vraiment maîtriser en tête, je pourrais les relayer comme ça, essayer juste d'en parler comme ça. Mais bref, pour le moment, je travaille avec le livre et je travaille avec les écrits. Donc, ça ne dérange pas. Donc, aujourd'hui, on va parler concrètement du management. Du management. Comment est-ce qu'il a managé, comment est-ce qu'il manageait son empire et comment est-ce qu'il se détachait en fait des autres empereurs, comment est-ce qu'il a été une exception. Voilà. Donc, je vais commencer par vous lire une citation. On dit, avant d'être un leader, tout l'enjeu est de grandir soi-même. Une fois qu'on est leader, il s'agit de faire grandir les autres. Donc, ça, c'est vachement compréhensible. Ça veut dire par là que le véritable combat, en fait, pour... bon, j'aime pas trop employer le terme combat, donc je vais l'enlever de ce que je viens de dire. Euh, la véritable démarche, en fait, c'est d'abord de s'étudier soi-même, se connaître soi-même, avant en fait de pouvoir essayer de connaître les autres. Voilà. Et je crois que c'est la meilleure démarche en tant que leader, en tant que manager, en tant que gestionnaire, en tant que voilà,
je crois que tous les grands leaders de ce monde, tous les grands managers des grandes entreprises, si je prends peut-être l'exemple comme quelqu'un comme Steve Jobs, parce que moi j'aime beaucoup Steve Jobs. Déjà j'ai son livre là. Nous partirons de là, franchement, bien après. Juste une parenthèse, mais ce sera dans une très très grande passion parce que Steve Jobs, pour moi, c'est le best. Donc, je disais, moi ayant lu peut-être le livre de Steve Jobs, sa biographie, on essaye de voir que franchement, c'est quelqu'un qui, malgré qu'on le traitait de très dur, de très décalé, mais c'est quelqu'un qui se connaissait, voilà. Il se connaissait vraiment, il connaissait ses valeurs. Et la preuve est que, voilà, on voit comment Apple est aujourd'hui, même comme il avait démissionné. Déjà après sa démission, il est revenu, il a créé Pixar, il a créé Meta. Bref, c'était un grand leader, c'était un bon manager, il savait gérer les gens. Savait gérer les gens et c'était quelqu'un qui se connaissait vraiment, qui s'appréciait. Donc, je ne vais pas être très long, je vais revenir sur l'Empire du temps. Euh, Qualité et quantité. Voilà. Qualité et quantité. En fait, quand on parle de qualité et quantité ici, l'empereur Tang dit un jour à son conseil que pour avoir un gouvernement efficace, en fait, il est important de recruter de bons fonctionnaires, voilà, compétents et qualifiés. Donc, pour lui, il pensait en fait qu'il est nécessaire d'avoir peu de gens avec qui diriger, mais qui sont vachement compétents. Je crois que dans les grandes entreprises, c'est un peu ça, mais bon, le nombre fait aussi en sorte que, voilà, on a toujours besoin de plus de gens, mais dans plus de gens, on a toujours peu de gens. Parce que dans les grands groupes, il y a des filiales, voilà, il y a des grandes compagnies, il y a des filiales, il y a des maisons, mais il y a tout ça. Mais quand on veut s'entourer, en fait, des gens avec qui on veut bien manager, bien diriger, il est important, en fait, selon lui, de s'entourer des gens qui sont compétents et qualifiés. Voilà, compétents et qualifiés, que d'avoir dans une entreprise, voilà, beaucoup de monde, mais en fin de compte, qui ne servent à rien. Donc, c'est pour ça qu'il parle de quantité de qualité et de quantité. Et ils mettent cette différence entre qualité et quantité là. Pourquoi? Parce que ils montrent que pour pouvoir gérer comme lui l'a géré pendant tout ce temps, et à cette époque-là, il a vraiment fallu qu'il puisse s'entourer de peu de gens, mais vraiment beaucoup qualifiés. Donc, c'est ce qu'il dit un peu au niveau de la quantité et la qualité. Euh, non. La deuxième phase en management, c'est laisser exprimer les avis divergents. Donc, il dit ici que euh, réfléchir en toute indépendance, d'être fidèle à ses principes, de signifier leur désaccord, de ne pas se fausser sous prétexte de sauver la face. Donc, pour lui, il était important de laisser les gens s'exprimer d'eux-mêmes. Voilà. Laisser les gens s'exprimer d'eux-mêmes en sorte que, voilà, ils ne soient pas un peu, ils ne se sentent pas brimés, ils ne se sentent pas mis à l'écart, ils ne se sentent pas, voilà, et ça faisait en sorte que son gouvernement fonctionnait. Son gouvernement fonctionnait, ses ministres, ses dirigeants, tout ce monde, ils n'avaient pas peur de lui en fait. Ils n'avaient pas peur de lui parce que il les laissait s'exprimer et ça faisait en sorte qu'il puissait prendre les décisions ouvertement sans toutefois avoir la peur que voilà, je vais peut-être me faire couper une main, je vais peut-être voilà, me faire tuer ou bien parce que vous savez, à cette époque-là, ça partait tellement vite, et
un empereur, il suffisait seulement d'un claquement de doigts et voilà, ta vie était foutue, ta vie était finie, tu n'existais même plus. Donc, il dit encore, il donne comme conseil, il dit aujourd'hui, c'est un fonctionnaire, non là je pense que c'est l'auteur qui parle, aujourd'hui c'est un fonctionnaire s'efforce de maquiller leurs fautes, il repugne à la critique et omet ceux qui disent ce qu'ils pensent. Voilà. Donc, on a vu, nous tous qui sommes en entreprise actuellement, on essaye de voir avec nos dirigeants, avec nos managers. Deux fois, on ne peut pas concrètement dire ce qu'on pense parce que, voilà, on sait que le, le- le prochain entretien professionnel, voilà, on va peut-être se faire claquer, et on va peut-être on peut avoir une mise à pied, on peut même se faire mettre à la porte à la longue, juste parce que, voilà, on s'est exprimé ouvertement, on a dit ce qu'on pensait, donc, lui, par contre, il prônait cette mentalité-là. Il fallait franchement laisser les gens s'exprimer. Il fallait laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Pour lui, c'était important. Donc, veiller sur un patient. Il dit ici, diriger un pays, c'est comme veiller sur un patient. Quand le patient commence à guérir, il a besoin d'une attention particulière. La moindre négligence peut le mettre en danger. Donc, il pensait pour lui que gouverner, en fait, c'était comme veiller sur un patient. On voit à l'hôpital avec les malades et tout et tout. Euh, donc, il disait que pour accompagner même aussi ces différents ministres, ces différents gouverneurs et tout, en fait, il fallait veiller sur eux. Peut-être quand il y avait un projet, il y avait peut-être une construction et tout, il fallait les accompagner. Il fallait pas juste les léguer la tâche et attendre à ce que ce soit fini et maintenant venir apprécier ou pas. Non, il fallait les accompagner jusqu'à la fin et même c'est même plus à la fin en fait qu'il fallait encore plus mettre l'accent de façon à ce qu'un risque plus grave n'arrive pas. Donc, il dit en entreprise ou en gouvernance, nous formons un seul corps et nous travaillons de concept. Ça, c'est compréhensible pour nous tous. Travailler pour une main et récupérer avec une main. Voilà. On se met ensemble et on le fait communément et on récupère les gains communément. Donc, c'est un peu ça. Si nous ne nous faisons pas confiance et nous ne parlons pas à cœur ouvert, cela risque d'être fatal à notre pays. Donc, il pensait que si les gens ne s'exprimaient pas, si ces dirigeants, ces gouverneurs, en fait, ne s'exprimaient pas, lui, de façon ouverte, ça pouvait mettre à mal la gestion du pays et ça pouvait engendrer beaucoup de désaccords. Donc, même en entreprise, c'est ça. Voilà, en entreprise, c'est ça. Pour éviter les risques, il est toujours mieux de faire confiance, il est toujours mieux de laisser les gens s'exprimer et parler à cœur ouvert. Donc, il parle ici de chacun son rôle. En fait, dans cette partie, il essaye de dire chaque chose pour chaque personne, chacun son rôle, chacun sa compétence, chacun son domaine de prédilection. Voilà. C'est pas parce que moi, peut-être je suis chef que voilà, je vais venir m'exprimer sur tous les sujets pour vouloir montrer que je connais tout parce que je suis chef. Non. Pour lui, c'était pas ça. Franchement, c'était un empereur qui se décalait de beaucoup de son époque parce que pour lui, c'était pas ça. Il laissait les gens s'exprimer. Il ne venait pas se placer dans un domaine où il savait qu'il n'avait pas de compétences. Non, il ne le faisait pas. Parce qu'il ne voulait pas que, en fait, l'avancée de son pays puisse être restreinte par rapport à l'incompétence, à son incompétence à lui déjà et par rapport à l'incompétence des autres aussi et à leurs compétences. Donc il savait il savait dissocier ça et s'écarter de ce qu'il ne savait pas. Donc il parle de apprendre à déléguer. En fait, il dit ici qu'il est important de pouvoir déléguer les tâches, de pouvoir laisser les autres faire ce qu'ils savent faire. C'est toujours dans la même lancée.
Et même au niveau de la gestion de ses ministres, de ses gouverneurs, il dit il était important pour eux de savoir, d'apprendre à déléguer les tâches. C'est-à-dire, il ne se laissait, il ne fallait pas que même ces gouverneurs puissent seulement gérer tout. Non, il fallait que eux aussi, quand ils sont surchargés, quand il y a beaucoup d'activités à faire, ils ne pouvaient pas être partout en même temps. Donc, il fallait que chacun puisse être, comme il dit ici, chacun puisse être, c'est-à-dire l'empereur à son niveau. C'est-à-dire qu'il fallait que chacun, selon son activité, selon sa tâche, puisse représenter l'empereur comme si c'était l'empereur qui était là. Donc, et les tâches qui étaient déléguées, en fait, étaient comme si c'était une activité qui était menée par l'empereur au niveau à l'endroit où il se trouvait. Donc, il parle de l'importance des responsables locaux. Donc, de l'importance des responsables locaux. Ça va dans la même lancée aussi. Je vais prendre ceci par un exemple. On voit tous en entreprise comment ça se passe. Il y a plusieurs services, mais il y a un chef, il y a une direction, il y a un manager. Donc, dans chaque service, il y a un responsable. Mais aussi, dans chaque sous-service, il devrait aussi avoir un responsable, c'est-à-dire quelqu'un qui va toujours avoir l'œil. Chose qui est faite dans des compagnies et tout, mais ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Et même au niveau de la plus petite entité, c'est-à-dire le plus petit personnel, il devait se sentir comme chef à son niveau. Voilà, il devait se sentir comme chef à son niveau, de façon à ce que voilà, l'activité soit fluide, que ça se passe bien. Donc, lui, à son époque quand il était empereur en fait, c'était comme ça que lui il manageait en fait. C'était comme ça qu'il manageait. Pour lui, il était franchement important qu'il y ait des responsables locaux, c'est-à-dire qu'il y ait des responsables même dans chaque petite communauté en fait. Il y avait toujours un responsable parce que il voulait toujours avoir ce monopole-là, il voulait toujours garder l'œil sur tout ce qui se passe. Donc, une tendance perverse. Bon, tendance perverse, il parle ici des personnes qui aiment voir les autres se tromper pour les attaquer. Il dit en fait les personnes qui aiment voir les autres se tromper pour les attaquer sont en général malveillants et celles qui préfèrent louer des propos bienveillants. Si vous retirez du crédit aux gens pour leurs points faibles plus que vous ne leur en donnez pour leurs points forts, vous risquez de stimuler les mauvais et décourager le bon. En fait, il dit la tendance perverse, en fait, c'est ces gens-là qui travaillent avec lui, mais qui, selon ce qu'il raconte, qui généralement avaient toujours tendance à vouloir le pousser à se tromper. Voilà, le pousser à se tromper de façon à dire que oui, tu t'es trompé, moi j'ai raison, et machin et tout. Donc, il essayait toujours de dissocier ça parce que quand on raconte un peu l'histoire ici, il s'agit de quand ils étaient en assemblée, il avait toujours tendance à regarder ceux en fait qui n'avaient presque rien à dire. En fait, c'est ceux-là qui l'écoutaient que plutôt ceux-là qui venaient avec des discours bien formés, bien fondés, bien tracés, c'est-à-dire soulignés à la lettre et tout, et tout, et tout. Il les mettait généralement un peu de côté parce que il se disait que bon voilà, eux ils connaissent déjà et voilà, si peut-être tu dis quelque chose comme ça, tu vas l'air peut-être de te tromper, ils vont peut-être dire que tu t'es trompé et ça aura tendance à pouvoir créer des décalements et tout et tout. Donc, il parle aussi de valoriser ce que l'on n'aime pas. Voilà, valoriser ce que l'on n'aime pas, ce que vous n'aimez pas identifier leurs points forts. Donc, il dit que, en fait, ce que tu aimes, voilà, c'est fluide, tu les connais, tu sais comment ça se passe. Par contre, ce que tu n'aimes pas, généralement, c'est ceux-là dont tu dois
voilà, tu dois un peu essayer de valoriser leurs points forts. Voilà, valoriser leurs points forts, essayer de déceler en eux ce qui, ce que, voilà, déceler en eux ce point positif-là, ce truc-là qui fait en sorte qu'ils se décalent des autres. Ça faisait en sorte à son époque qu'il y ait de l'harmonie, voilà, il y avait de l'harmonie, même ceux qui ne l'aimaient pas voilà, ne pouvaient pas partir au-delà parce qu'ils savaient que voilà, il gérait bien. Se confier à qui? Voilà, savoir à qui se confier. Euh, je vous ai dit la dernière fois par rapport le premier acte qu'il avait posé quand il avait pris le pouvoir. Il avait pris l'ancien conseiller qui était fidèle à son frère et qu'il avait pris comme son conseiller principal à lui. Donc, euh, pourquoi il avait dit que euh, celui qui est prêt à donner sa vie pour quelqu'un sera toujours fidèle. Donc, il disait qu'il est important de savoir à qui se confier parce que quand tu sais à qui te confier, tu sais ce que tu peux dire, tu as le cœur un peu tranquille. La confiance mutuelle. Confiance mutuelle, il dit un dirigeant qui se méfie d'un ministre ne peut pas en tirer parti. Un ministre qui se méfie d'un dirigeant ne peut pas le servir. Donc, ça, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est compréhensible. Il dit quel roi pour quel ministre. Un roi qui a du discernement est capable de distinguer un bon ministre d'un ministre malhonnête. Et un roi un roi infatueux et têtu n'écoute pas ses ministres. Tôt ou tard, il est voué à avoir des problèmes. Bon, c'est un peu comme en gouvernance. Si tu écoutes, toi, le directeur d'une entreprise, par exemple, si tu écoutes tes managers, tu sauras vachement ce qui se passe en entreprise, que si peut-être tu t'entêtes à vouloir peut-être prendre toujours les décisions de toi-même et t'en foutre que bon voilà, ce sont mes subordonnés, moi je ne les gère pas. Donc, est-on responsable de ses subordonnés? Donc, une petite anecdote. Un père ne saurait être tenu pour responsable des agissements de son fils, pas plus qu'un homme ne saurait être tenu pour responsable des agissements de son frère. Si nous rétrogradons un gouverneur sous prétexte qu'une personne qui lui est inférieure a commis un crime, cela risque d'encourager des fonctionnaires à cacher leurs fautes. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai compris ici, c'est en fait qu'il a envie de nous faire comprendre que on ne saurait accuser quelqu'un pour les fautes de quelqu'un d'autre. Donc, en entreprise, par exemple, euh, quand il y a un comité ou un conseil, si on attend quelque chose, par exemple, dans un service, le cadre de ce service-là, normalement, ne doit pas toujours être, il ne doit pas toujours être tenu pour responsable voilà, des fautes de ses subordonnés, quoi. Voilà, on doit toujours laisser le bénéfice du doute, on doit toujours entrer en profondeur pour savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, afin de déceler où est la faute. C'est vrai, c'est lui le responsable, c'est lui qui est tenu pour responsable, c'est lui qui sait comment ça se passe et tout au niveau de son service. Mais il doit toujours avoir ce petit bénéfice du doute là parce que voilà, une faute peut être commise par exemple sur une machine par un maintenancier, un machin. Le cadre, il est au courant, mais il n'a peut-être pas voilà, cette mesure technique là pouvoir déceler la faute au préalable. Donc, je suis peut-être pas compréhensible, mais voilà, dans les échanges, on pourra discuter parce que ce sera aussi une façon pour moi de pouvoir m'améliorer, de pouvoir avancer, de pouvoir savoir où est-ce que j'en suis au niveau de ces livres. Donc, est-on responsable? Ça c'est bon. Une bouchée de sauterelle. Bon, ça c'est deux anecdotes que l'empereur avait eu à faire parce que je pense aussi personnellement, pour ma part, quand j'ai lu le livre, que c'est quelqu'un qui aimait se décaler en fait.
il émet cette visibilité-là en communauté, en fait. Quand il y avait des gens, il aimait se décaler, il aimait faire quelque chose qui va marquer. Voilà, il aimait faire quelque chose qui va marquer. Et moi, je me dis aussi que ça, c'était aussi fait sciemment. Pourquoi? Parce qu'il voulait laisser sa trace. Il voulait laisser sa trace et en voulant laisser sa trace, il fallait toujours faire des choses un peu qui sortent un peu du commun. Euh, un jour, en fait, ils étaient en guerre et un chevalier, un simple chevalier, il s'était blessé et la blessure en fait commençait à s'infecter. L'empereur, dans sa visite quotidienne, il est venu la trouver. Il dit, mais attends, ta blessure, qu'est-ce qui se passe? Les infirmiers ont dit non, les soignants, voilà, voilà. Il a enlevé son casque, il s'est baissé, il a retiré le bandage en fait du chevalier pour pouvoir aspirer le pus avec sa bouche. Donc vous voyez un peu un empereur qui se met à genoux pour aspirer le pus de la plaie d'un chevalier avec sa bouche devant tout le monde. Donc il aimait faire des choses comme ça juste pour sortir un peu de l'ordinaire. Donc la leçon dans ça, c'est aussi que voilà, en entreprise, un manager peut toujours essayer de se décaler parce qu'il faut laisser sa marque. Il faut laisser sa marque, il faut laisser sa trace. Il faut toujours essayer aussi de se décaler en faisant peut-être des choses. Par exemple, vous pouvez venir trouver les ouvriers qui sont en train de charger, par exemple, quelque chose, je sais pas, n'importe quoi, des déchets même, pour aller mettre à la benne. Voilà, il retrousse ses manches, il fait avec tout le monde et il continue. Donc, je vais pas être très long aussi. Donc, je vais clôturer par ça avec 6 conseils. Voilà, 6 conseils qui donnent. Moi, je les ai marqués là. Je les ai marqués moi dans mon livre. J'essaie toujours de mettre ce qui est important pour moi, histoire de pouvoir mieux retenir et revenir dessus si j'ai pas compris et relire. Donc, il dit ce qu'il y a à retenir du management en fait, c'est être efficace, c'est faire des choses bien. Vous augmenterez votre efficacité en vous entourant d'un petit nombre de gens doués plutôt que de nombreuses personnes médiocres. Donc, deuxièmement, être efficace, c'est adopter les bonnes mesures. Vous augmenterez votre efficacité en encourageant les autres à dire ce qu'ils pensent afin de prendre des décisions justes et justifiées. Donc, vous devez déléguer des responsabilités à des subordonnés fiables. Non seulement cela vous diminuera votre charge de travail, mais cela vous évitera de commettre des erreurs coûteuses. Aussi, vous devez encourager l'obéissance aveugle et la tendance à vouloir sauver la face aux dépens de l'honnêteté. Donc, vous devez chercher à identifier les points forts des autres davantage que le défaut. Vous devez faire en sorte que les gens se sentent en confiance. Ils se donneront plus de mal pour vous. Vous devez accorder une grande attention aux personnes qui officient à la base parce qu'elles sont perçues comme vos représentants. Leur personnalité est le reflet de la vôtre et leur méthode de travail a une influence directe sur le sort de votre entreprise ou votre organisation. Donc, là, nous sommes allés aujourd'hui de la page 78 à la page 92. Voilà, page 78 à 92 du livre, ça parle du management. Ça essaie de nous donner certains petits conseils à cette époque-là que nous pouvons mettre en place actuellement dans nos activités, dans notre façon de manager, dans notre façon de gérer, dans notre façon d'aborder les choses, même en tant que manager, en tant que leader, en tant que cadre, en tant que... Voilà, il y a plein de choses. Donc, c'était notre échange de ce dimanche. J'ai peut-être été très long parce que généralement je prévois faire maximum 20 à 25 minutes, mais là je suis en train de voir, je suis allé un peu plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. On n'arrête pas. On n'arrête pas de s'améliorer, on n'arrête pas
chercher à grimper au sommet, chercher à devenir meilleur que ce qu'on était et ce qu'on est. Parce que voilà, chacun d'entre nous a ses orientations dans la vie, chacun d'entre nous a ses ambitions, ses objectifs, ce qu'il veut faire. Et moi, ça c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose que je veux faire. Et c'est pour ça que je partage ça chaque dimanche avec vous. Et vos commentaires, franchement, ça va me permettre à moi de voir mes lacunes et chercher à m'améliorer. Donc, et je vous souhaite de passer un bon dimanche, de profiter du soleil. Et voilà, il y a des espaces verts, sortir, marcher un peu, rester surtout en famille. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche et profitez bien. À dimanche prochain. Ciao.